Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bertrand Meust, bonsoir. Bonsoir. J'ai le grand plaisir de vous recevoir à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange pour un nouvel ouvrage que vous venez de publier, enfin un nouvel ouvrage, on va en reparler justement, qui s'intitule Science-fiction et soucoupe volante avec un sous-titre Une réalité mythico-physique. On découvrira un peu plus tard ce dont il s'agit quand vous parlez de mythico-physique. C'est aux éditions Terre de Brume. Alors, quand j'ai un petit peu hésité en disant nouvel ouvrage, en fait, c'est pas tout à fait un nouvel ouvrage puisque c'est la réédition d'un livre que vous aviez publié en 1978, pour la première fois. C'est même un vieux livre puisque c'est mon premier livre en fait. Oui. Et donc il est paru au printemps 78 au Mercure de France. Et et à l'époque il avait fait un certain bruit. Ça apportait, une donnée nouvelle dans le débat sur les ovnis qui était très fécond, à l'époque. Mmh. Alors, justement, pour resituer ce livre, on va rester pour le moment dans l'année 78, 79 et le remous que votre hypothèse a apporté dans le monde ufologique. Quel est le postulat de base? Parce que tout part de là. Attendez, je vais d'abord vous préciser une chose, avant de répondre à votre question. Si j'ai réédité ce livre, c'est d'abord parce que il me semblait que il était plus disponible depuis longtemps, et que dans les discussions et les réflexions qu'on trouve maintenant dans le domaine de l'ufologie, qui a complètement changé par rapport à l'époque où j'étais actif en ce domaine, c'est-à-dire les années 70, 80, vous voyez. La nouveauté, c'est que ces données-là semblent avoir été oubliées. Et il me semble que, à tort ou à raison, la dimension que j'ai introduite est imparable. C'est-à-dire que si on ne l'introduit pas dans la réflexion, on passe à côté du problème. Je dis pas que j'ai raison sur toute la ligne, mais il y a un aspect que j'ai introduit qui est imparable. Ouais. Et donc, à partir de là, j'estime que l'ufologie contemporaine étant tendant à oublier ses sources, disons, réflexives, vous voyez, ou documentaires, au profit avec le net de l'actualité, vous voyez, ou des mythes américains, avait tendance à se couper d'une véritable réflexion. C'est pour ça que j'ai republié ce livre. Bien que sur certains aspects, je suis plus du tout d'accord avec ce que j'ai écrit. Mais d'ailleurs, il y a une très très longue préface. Voilà, j'en viens à cela. Si j'ai réédité ce livre, c'est surtout parce que j'ai fait une préface d'une 50aine de pages où je dis ce que je pense de toute cette affaire. Donc de mon engagement, je raconte mon engagement dans les ovnis, comment j'y suis venu. Je résume la thèse que j'ai soutenue à l'époque, ce qu'elle apportait, ce qu'elle n'apportait pas, mais aussi ce qu'elle apporte aujourd'hui, c'est-à-dire comment on peut concevoir aujourd'hui l'étude des ovnis une fois qu'on a assimilé tout cela. Je dois dire que, on a peu parlé de ce livre, je sais d'ailleurs même pas si on en a parlé, je suis un peu en dehors du coup maintenant, et tout ça circule sur l'internet qui m'intéresse pas beaucoup, donc je peux pas vous dire, en fait. Ouais. Je sais que je vais faire une tournée dans les repas ufologiques, donc peut-être on en parlera davantage, vous voyez. Mais ce texte est vraiment pour moi ce que j'ai écrit de plus ambitieux sur la question. Donc j'y tiens beaucoup. Bon. C'est pourquoi je suis très heureux de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Voilà. Alors, Bertrand Meust, en 1978, on va partir du départ, et après on reviendra sur les différentes modifications que vous avez apportées à votre réflexion au fur et à mesure des années et de votre expérience. Bref. Alors, en ce qui concerne ce texte, vous avez fait la relation, moi qui me paraît, en vous lisant, qui me paraît évidente effectivement, entre les soucoupes volantes et la science-fiction. Expliquez-nous votre postulat de base. Alors c'est très simple. Je vais d'abord vous raconter comment l'idée m'est venue. Oui, dans un grenier. Voilà, dans un grenier, exactement. C'est pas un mythe, c'est vrai. J'étais prédisposé parce que j'avais une double culture, c'est-à-dire que je m'intéressais depuis à peu près 67, à la question des ovnis. J'avais rejoint le groupe de René Fouéré, Phénomènes spatiaux. Je lisais le GEPA, je commençais à faire des enquêtes à partir de 72 en Bourgogne avec des amis. Oui, actif, donc vraiment. Oui, j'ai enquêté, non pas avec des prétentions d'enquêteur scientifique implacable, mais c'est plutôt, moi, ce qui m'intéressait, c'était de fréquenter le phénomène pour voir comment ça marchait, vous voyez. Moi, m'imprégner, ça c'est toujours ma méthode, c'est pareil
je fais la même chose avec les voyants, vous voyez. Oui. Et donc, j'avais cette connaissance du dossier des ovnis, mais par ailleurs, j'étais un lecteur de science-fiction depuis donc l'adolescence. Et ça peut paraître étrange, mais à l'époque dont je vous parle, dans les années, disons, ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'ufologie classique, vous voyez, entre en gros 75, disons, prenez l'époque où Jean-Claude Bourré lance la question sur les ondes en 73, vous voyez, 73-74, jusqu'en 78, c'est vraiment l'âge d'or de l'ufologie classique, vous voyez. Et donc là, un certain nombre de, c'est l'époque, l'apothéose des revues, des groupes, avant que les mythes américains et Internet viennent tout détruire, vous voyez. Oui. Parce que moi, je parle franchement sur ce plan, hein. Et donc, à cette époque-là, il y avait un certain nombre de conceptions qui s'étaient imposées, et la principale était donc, bon, premièrement, la matérialité, la réalité du phénomène. Moi, je la partageais, vous voyez. Mais d'autre part, il y avait cette idée que le phénomène était d'une originalité, d'une nouveauté radicale qui, en quelque sorte, dépassait toutes nos attentes mentales. C'était ce qu'on pouvait pas imaginer. Vous voyez, J'entends encore plusieurs personnes, dont René Fouret, pour lequel j'ai d'ailleurs toujours la plus grande admiration, qui tenaient ce raisonnement. Et moi, qui avais lu la science-fiction, je commençais à sentir confusément que c'était pas si nouveau qu'on pourrait le croire. Vous voyez. Et comme je le disais tout à l'heure, l'idée m'est venue dans un grenier en tombant sur une vieille réédition de La roue fulgurante de Jean de La Hire. Donc c'est un texte qui doit dater de 1905, je crois, ou 7, il me semble. Donc c'est l'histoire de deux héros qui sont enlevés par une sorte de sphère lumineuse qui les pompe par un rayon de lumière et qui les emmène faire un voyage interne. On est début 1900 là. Hein. Oui, au tout début du XXe siècle. Vous avez donc déjà toute l'ufologie des ovnis. Toute l'imagerie, la phénoménologie des ovnis dans un récit de SF. Alors, je suis resté complètement cloué par ce bouquin. Je me suis dit, mais comment se fait-il que... Alors, parce qu'à l'époque, dans les années 75, apparaissaient les premiers enlèvements. Entre 70 et 80, disons, vous voyez. Et c'était là que la phénoménologie était la plus mystérieuse, la plus riche, etc. Or, c'était précisément ce qu'on trouvait le plus facilement dans la science-fiction. Et donc, je me suis dit, mais comment se fait-il que cet événement, si les ovnis sont une sorte d'irruption qui dépasse toutes nos attentes mentales, comment se fait-il qu'elle ait été si abondamment, en apparence, décrite par des récits de science-fiction populaires du début du siècle? Voilà le point de départ. Et alors, question fondamentale, évidemment. Une fois que j'ai pigé le truc, je me suis enfoncé dans le sujet et j'ai procédé par méthode, c'est-à-dire j'ai découpé les thèmes, les séquences, les motifs, etc. Par exemple, vous voyez, je sais pas moi, calage de moteur et panne d'électricité. Entre parenthèses, il n'y a plus beaucoup de cas d'ovnis aujourd'hui qui racontent ça. Mais si je puis dire de mon temps, n'est-ce pas? De mon temps, les ovnis calaient les moteurs de voitures, faut le rappeler quand même, mais éteignaient les phares des voitures. On a quelques cas encore. On en a encore, mais c'était très, ça faisait partie du descriptif presque obligatoire des années 60, 70, 80. Eh bien, lorsque vous savez que les vaisseaux extraterrestres ou l'avion fantôme du savant fou a précisément un de ses prestiges, si je puis dire, c'est d'éteindre les moteurs de voiture et d'éteindre les phares et de caler les moteurs de voiture lorsqu'il approche, vous raisonnez autrement, vous comprenez? Bien. Donc j'ai procédé par méthode et ces textes de science-fiction étant largement antérieurs. Alors j'avais un principe de méthode très simple. Je n'emploierai comme texte, bien entendu, que des textes de science-fiction antérieurs à 1945. Voilà les premières. Et je ne prendrai des cas d'ovnis que post-arnoldiens, c'est-à-dire après 47. D'accord. Bien sûr. D'accord. Voilà. Une fois cela établi, j'ai établi un montage minutieux. D'où il ressort de façon à peu près imparable que l'ensemble des descriptions
auxquels donnent lieu les ovnis lorsqu'on les voit à courte distance. Il faut être très précis. Oui. C'est-à-dire lorsqu'ils approchent du sol, lorsqu'ils se posent, lorsqu'ils survolent à courte distance, qu'ils émènent des faisceaux de lumière, etc., etc. A fortiori lorsqu'ils enlèvent un cobaye ou lorsqu'ils se posent dans un champ. Bon. Eh bien, toutes ces descriptions ont leur exacte antécédence dans la science-fiction de la première moitié du XXe siècle, avant 1945. Ouais. Alors, comment se fait-il que ce qui paraît aujourd'hui, ce qui aurait dû à l'époque d'ailleurs paraître comme une évidence, comment se fait-il que ça ait tant surpris les gens? C'est très simple, c'est qu'à l'époque, justement, comme je vous le disais, les gens, les ufologues étaient, habitués à l'idée d'une nouveauté radicale. Oui, leur postulat de base, c'est que c'était totalement nouveau, ces Voilà. soucoupes volantes et les ovnis. Et si vous voulez, moi, d'une façon brutale, je faisais intervenir la dimension psychologique, humaine, culturelle dans la question. Vous voyez? Mais alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce que les gens ont toujours compris de travers ce que j'ai voulu faire, puisqu'il paraît, d'après la recension qu'a fait Pierre Lagrange à la fin de mon livre, là, que je suis classé comme un débunker. Un débunker, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que le phénomène ovni n'a aucune réalité. Voilà, purement culturel, voilà. Ouais. À l'époque où j'ai fait ça, j'étais persuadé, premièrement, que le phénomène était réel, vous voyez. Deuxièmement, qu'il laissait des traces, bon, vous voyez. Et puis que il y avait cette dimension de la science-fiction intégrée. Donc j'ai essayé de concilier les deux. Oui. D'où le sous-titre. Le sous-titre est d'époque, hein, je ne l'écrirai plus aujourd'hui. Une dimension mythico-physique. Ouais. Eh bien, si vous cherchez dans la réalité autour de vous, qu'est-ce que peut être une dimension, un phénomène mythico-physique, vous trouverez que des exemples dans la géographie, lévitation, c'est-à-dire un phénomène qui se présente sous la forme d'un événement objectivable, hein, mais qui en même temps possède une dimension de signification, une dimension culturelle. Alors, on va y revenir et développer ça dans quelques instants. Vous avez employé plusieurs fois, je l'ai noté, à l'imparfait cette phrase « Je pensais que le phénomène OVNI avait une réalité. Je pensais ». Votre pensée a évolué dans ce sens? Alors, c'est pour ça que je voulais y revenir. Dans un premier temps... Attendez, là je ne vous entends plus. Voilà, là c'est... Dans un premier temps, ouais. J'étais convaincu, lorsque j'ai écrit le livre, c'est-à-dire, faut pas oublier, le livre, je l'ai écrit en 76-77. Hein. Voilà. Il est paru au printemps 78, donc ça fait quand même pas mal de temps. Dans un premier temps, je voulais concilier les deux. J'étais persuadé qu'il y avait un phénomène physique et que les phénomènes, culturels qui sont communs, qu'on pouvait lire dans les rapports, vous voyez, étaient non seulement le produit de l'imagination humaine qui avait brodé, mais aussi inhérente à la structure même du phénomène, c'est-à-dire que, en gros, une des hypothèses possibles, c'est qu'une intelligence X se matérialisait à travers nos fantasmes, nos façons de penser. Ouais. Oui. Prenait forme à travers ce que nous pouvons concevoir, vous voyez. Bon, ça a beaucoup plu à l'époque. C'était une époque où on s'enthousiasmait pour des idées comme ça, un peu risquées, un peu après 68, vous voyez. Et ça a beaucoup plu. Mon livre a eu du succès dans le milieu de la science-fiction. Il a même inspiré 2 romans de science-fiction aux 2 plus grands romanciers de l'époque, Michel Jury et Ian Watson. Bien. Ceci dit, je ne soutiendrai plus ça aujourd'hui. Alors, si vous voulez, après, je suis passé par une phase où je me suis mis à comprendre que ce que j'avais déclenché, ça pouvait aussi bien aller vers une destruction complète des ovnis. Hein, c'est-à-dire, au fond, ce que l'on prend pour des ovnis, ce qu'on appelle des ovnis, ce sont des phénomènes psychiques, projectifs, etc. Il n'y a que des phénomènes triviaux et on les habille avec la science-fiction. Vous voyez. Ça, c'est l'hypothèse qu'ont retenu l'aile la plus extrême des sceptiques. Ils ont retenu ça de moi
Et du coup, j'ai été rejeté par les ufologues qui ont considéré que j'étais un sceptique. Moi, je n'étais pas un sceptique. Je ne le suis toujours pas, d'ailleurs. Hein. Après beaucoup de recul, je pense, avec beaucoup de réflexion, je pense que il y a toujours quelque chose dans les ovnis qui est physique et réel et qui échappe à nos vues. Voir tout ce qui a été dit, écrit ces temps-ci, avec les nouvelles publiques, avec la mise en ligne des documents du GEIPAN, par exemple, tout ce qu'a déclaré Monsieur Patnay, Yves Szilard, etc., etc. Il y a vraiment une réflexion qui s'amorce. Il y a vraiment l'idée qu'il y a bien un stimulus originel, etc., etc. Oui, tout à fait. Ceci dit, je reviens à mon problème de départ. Phénomène originel ou pas, il faut bien comprendre alors d'où vient cette forme science-fiction qui surgit dans les rapports. Alors, justement, une pause, Bertrand Meheust, et on va revenir à ce point précis dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec vous dans quelques instants. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec mon invité Bertrand Meheust qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule Science-fiction et soucoupe volante. Alors c'est un livre, le texte original a été publié par Bertrand Meheust en 1978. Il vient d'être réédité avec une préface d'une 50aine de pages. Donc pour apporter le fruit de toute la réflexion de son auteur, de Bertrand Meheust, durant ça fait 30 ans, mon monsieur, quand même, durant 30 ans, ce sera complet quand j'aurai dit que c'est publié aux éditions Terre de Brume. Bertrand Meheust, en vous lisant, j'adhère à ce que vous développez, à votre postulat, disant que la science-fiction fait partie, qu'on le veuille ou non, de notre imaginaire collectif, et il faut en tenir compte ô combien lorsqu'on analyse un témoignage de quelqu'un qui a vu un ovni et qui raconte, qui témoigne. C'est dans ce sens-là que vous voulez aller. Évidemment, ça n'est pas quelque chose qu'il faut rejeter, ce serait faire une erreur, mais il faut en tenir compte pour pouvoir sortir une espèce de gang, qui entoure un témoignage pour pouvoir arriver à la pierre brute. C'est ça votre postulat. L'image de la gang, c'est précisément celle que j'emploie dans mon texte. Tout à fait, c'est pour ça que je l'ai reprise. Voilà, donc effectivement, je vais prendre un exemple pour faire comprendre. Tout à fait. Lorsque un criminel tue quelqu'un et qu'il y a divers témoignages, on fait un portrait robot. Le portrait robot est fait en fonction des souvenirs des gens, on l'affine peu à peu avec des méthodes de plus en plus sophistiquées et on est souvent étonné parfois de la ressemblance. Vous savez qu'il y a quand même pas mal de cas de gens qui ont été arrêtés grâce au portrait robot. Bien. Les ovnis, on les photographie de temps en temps, beaucoup de photos sont sujettes à caution, certaines semblent sérieuses, mais bref, je ne vais pas entrer dans le détail, l'immense majorité de ce qu'on sait des ovnis, c'est à travers les témoins. Des cas de traces aussi, mais une fois de plus, le lien avec un ovni est testimonial. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on écoute un témoin? Eh bien, on essaie de reconstituer laborieusement un portrait robot. Oui. C'est plus sensible aujourd'hui avec les techniques de simulation qu'on possède par informatique. Autrefois, le GEPAN avait inventé ce qu'on appelle le SIM-OVNI. C'était l'ancêtre des techniques de simulation actuelles dont presque tout le monde peut disposer maintenant grâce au progrès des ordinateurs. Donc, on voit peu à peu sortir la forme par tâtonnement. Une sorte de feedback s'opère entre l'enquêteur et le témoin pour faire surgir la forme qu'il a vue. Bien. Eh bien, ma thèse, telle que je la garde aujourd'hui, nettoyée de tous les excroissances romantiques que j'ai pu y mettre dans mon jeune âge. Eh bien, c'est très simple, c'est que le portrait robot, on le fabrique à partir de l'imagerie latente de la science-fiction. Cette imagerie, il faut bien reprendre son histoire. Elle naît en France donc à la fin du 19e, elle émigre aux États-Unis. Là, ça devient un phénomène culturel massif, vous voyez. Ça circule
par non seulement par le livre, mais par le cinéma, l'affiche, le jouet, la bande dessinée. C'est quelque chose d'omniprésent. Ah oui, la science-fiction est un réservoir imaginaire Voilà. extraordinaire. Ça, oui. Était plus que l'est. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu mort. On s'oriente plus vers l'heroic fantasy. Oui. Voilà. C'est plus la tendance lourde, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais. À l'époque, c'était plutôt vers la technologie, vous voyez. Ouais. Et ça correspondait, bien entendu, à la montée en puissance extraordinaire des États-Unis comme hyperpuissance après la guerre. Ouais. Et comme par hasard, les ovnis qui surgissent au moment où on sature dans cette soupe de représentation et où une menace surgit, 47, le rideau de fer. Et tac, ça cristallise les ovnis. Bien. Alors, donc, ces représentations-là, elles sont sous-jacentes aux portraits robots que nous fabriquons des ovnis. Est-ce que je me fais bien comprendre? Alors, un exemple simple, c'est, pour ceux qui en douteraient, je recommande à ceux qui nous écoutent de se procurer ou d'essayer de se procurer un livre extraordinaire qui s'appelle, c'est de Jimmy Gueux, ça doit dater de 54 ou de 56, Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Et là, il y a une série de dessins qui sont faits, je me rappelle plus du nom de l'illustrateur, qui sont les portraits robots des observations. Et alors là, lorsqu'on voit ces dessins et qu'on les met en rapport avec l'imagerie de la science-fiction antérieure, on comprend le processus. C'est donc comme ça que ça a cristallisé. C'est à cette époque-là qu'a cristallisé à partir de la science-fiction la représentation de l'OVNI moderne. Voilà. Donc à partir de là, si vous voulez, il y a deux cas de figure qui s'ouvrent. Soit cette cristallisation s'opère à partir de phénomènes triviaux, mettons un nuage mal observé, la foudre en boule. Enfin, la foudre en boule n'est pas si triviale, hein, mais disons d'abord de phénomènes banaux, moins banaux. Une planète un peu basse sur l'horizon, un peu voilà. D'accord. Projecteur de boîte de nuit, tout ce que vous voudrez. L'ensemble, faire une sorte de monde qui s'organise et dans lequel se mettent en place des lois particulières qui jusqu'à un certain point ont un aspect objectif, c'est-à-dire qu'elles n'obéissent plus à notre contrôle volontaire. Vous voyez, c'est comme tous les processus sociologiques. Donc vous voulez dire que le témoin est tout à fait honnête quand il rapporte ce qu'il a vu, il est totalement sincère, mais en revanche tout ce background culturel qu'il a en lui ressurgit de manière inconsciente. Voilà. Et alors ça se fait pas en un seul coup, ça se fait par un va-et-vient entre premièrement l'enquêteur et l'enquêté, puis, enfin, je parle de l'époque où il y avait des revues, des représentations dans les revues, tout ça n'existe plus aujourd'hui. Ça circule avec Internet, ce qui est encore, peut-être, ça accélère encore le processus Internet. Et vous rajoutez même que, bon, là, on parle du témoin, mais l'enquêteur lui-même n'est pas innocent dans ce processus. Bien entendu, moi j'ai fait des enquêtes et elles étaient parfois mauvaises. Et quand j'étais jeune, j'avais pas en tête tout ce que je suis en train de vous dire. Encore que confusément. Mais l'enquêteur lui-même contribue à tout cela. Il contribue à cristalliser selon ses désirs. Donc c'est un processus complexe qui se met en place, qui aboutit à une imagerie stéréotypée. Bien. Alors, ça c'est le premier volet. Ça c'est le premier volet. Voilà. Le deuxième volet. Là, il s'agit de quelque chose de tangible, de réellement étonnant. Outre les phénomènes, la classe des phénomènes banaux sur lesquels ça a pu cristalliser, il y a l'hypothèse que la cristallisation s'est également opérée sur un X, c'est-à-dire un phénomène original, possédant une structure propre, qui était déjà là. C'est pas moi qui le dis, ce sont des experts du GEPAN qui le disent, ou les Anglais qui sont aboutis à la même conclusion, ou les Américains, c'est-à-dire il y a bien un X qui se glisse dans l'affaire. Vous me suivez? Un X, c'est-à-dire un phénomène X non identifié. Voilà, oui, tout à fait. Alors, la question donc est de savoir si les apparences qu'on lui prête, c'est-à-dire la ressemblance à la science-fiction, sont également à ce phénomène, sont également sont pertinentes ou pas finalement. Projectives ou pas. Ou plus exactement, si l'image que l'on a de ce phénomène est également passée par le filtre de la science-fiction, ou si cette coïncidence est un pur hasard. Alors, le problème commence à devenir très compliqué. Alors, si vous voulez,
mon hypothèse de travail est que la science-fiction, l'imagerie de la science-fiction qu'on décèle dans les rapports, est le discriminant qui nous permet, ce n'est pas l'indice d'une étrangeté absolue garante de la réalité objective du phénomène, mais exactement à l'inverse, la composante humaine du témoignage. D'accord. Et donc, c'est la science-fiction qui nous permet de discriminer l'intérêt, l'apport du phénomène. C'est-à-dire que si c'est trop proche de ce que l'on connaît dans la science-fiction et des poncifs largement connus dans le monde de la science-fiction, et bien entendu, vous avez parfaitement vu le centre. Il faut y aller à tâtons, quoi. Voilà, vraiment. Plus c'est fantastique et moins c'est fantastique. Mais inversement, moins c'est fantastique et plus c'est fantastique. Ah oui, voilà. Bah attends, non, il faut pas employer des jeux de mots, car là, et oui, c'est pour ça que je vous dis que je tiens beaucoup à ce texte, parce que il est porteur d'une sorte de vision complète du problème, à mon avis. Disons que si quelqu'un arrive, donc parce que là on est dans le deuxième volet, il s'est réellement passé quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Si le témoin arrive et nous relate quelque chose qui n'a rien à voir, ou de loin, avec les grands poncifs de la science-fiction, là on se dit, oups, il y a Nadia. Oui, là il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, ça permet de traiter les classes de rapport par rapport à cet outil. Alors, je prends un exemple. Roswell. Alors, moi, je fais pas partie de ces gens qui se sont excités, qui ont quitté la proie pour l'ombre pendant 10 ans. Moi, ça m'a toujours fait rigoler, cette histoire. Parce que, je vais vous répondre, les histoires de crash d'OVNI à côté d'une base américaine, c'est un thème de la science-fiction, c'est QFD. Donc, de toute évidence, il apparaissait dès le début que c'était un thème mythologique. Alors, il est peut-être tombé quelque chose, mais ça s'inscrit dans une conception mythologique qui est liée précisément à l'idée qu'il faut magnifier l'armée américaine, qui est ou pourrait être l'ultime rempart de l'humanité contre une menace, etc., etc. Vous voyez. Ah oui, là, on est en pleine guerre des mondes. Là, c'est la science-fiction à fond. Et puis aussi en pleine guerre froide. Oui. Vive l'Amérique qui nous protège. Bon. Et donc, Roswell, exit. D'accord. Les histoires de contactés, alors les histoires de contactés, on en a évidemment dans la science-fiction. Ça fait trop SF pour vraiment être pris au sérieux, vous voyez. Vous êtes aussi radical, oui. Les histoires d'enlever. Alors les enlèvements, je suis déjà un peu plus mitigé, mais en gros, c'est quand même dans les enlèvements que se déploie toute cette magnifique imagerie. Alors par exemple, ça c'est Michel Murger qui a poursuivi ce travail dans un livre beaucoup plus détaillé que le mien qui s'appelait Alien Abductions. Enfin, c'est un livre français, mais il a exprès donné un titre anglais pour montrer le folkloriste Michel Murger, pour montrer que c'était surtout dans la science. D'ailleurs, il m'en a fait le reproche. Bon, passons ces détails, d'avoir pas assez insisté sur le fait que c'était surtout la science-fiction américaine qui était à l'origine de tout ça, vous voyez. Et lui, il est allé chercher dans la science-fiction américaine des histoires d'implants. Alors tout ce que vous voulez, vous pouvez imaginer dans les histoires d'enlèvement américain aujourd'hui, y compris les implants, c'est dans la science-fiction des années 30. Des années 30? Oui, bien sûr. Tout, y compris, moi j'avais déjà montré ça, l'enlèvement, les opérations chirurgicales avec les extraterrestres, etc. Mais lui, il allait beaucoup plus loin dans le détail. D'accord. Et donc, il apparaît bien que les enlèvements, au moins une bonne partie de ceux-ci, ont une teneur ou une haute teneur en mythologie, si vous voulez. C'est la teneur mythologique qui permet de discriminer le rapport. Et pourtant, les gens qui disent avoir été enlevés et avoir subi une opération quelconque ou des manipulations sont absolument sincères et réellement traumatisés lorsqu'ils le racontent. Tout à fait. Alors, la conclusion qu'on retire de tout ça, alors, je continue mon évaluation, puis après je vais vous dire comment on voit l'ensemble après. Ensuite, vous avez les rencontres approchées. Alors, une fois de plus, ça commence à sentir la science-fiction, mais il s'y mêle des choses très bizarres les quatre traces ensuite, alors il y a tout dans la science-fiction, mais c'est plus rare, vous voyez. Et au fur et à mesure qu'on voit si vous voulez, finalement il en découle que les phénomènes les plus intéressants
d'un point de vue qualité d'observation et neutralité culturelle, si je puis dire, eh bien, ce sont les témoignages éventuellement de choses qui se posent au sol, qui se laissent voir à courte distance, les choses qui interagissent dans notre proche environnement, vous voyez, qui procèdent d'une apparence d'objets structurés. Je pense par exemple à des cas comme celui tout simplement de Trans-en-Provence. De Trans-en-Provence, bien voilà, sûr, cette espèce d'assiette qui vient heurter la restanque et puis qui repart. Voilà. Et que en revanche, où là il n'y a pas de science, enfin il y a beaucoup moins cette gang de science-fiction. Et donc en revanche, le cas de Contact très spectaculaire avec toute une mythologie, etc. Eh bien, lui, il a une haute teneur, mais si vous voulez, avec mon compteur Gégère mythologique, il se met à bourdonner quand j'approche d'un cas comme ça. Et je me dis, bon, ça va, j'ai compris. Et donc... Mais vous avez conscience que quand même, à travers ce filtre, on évacue énormément de témoignages, bien entendu, de cas d'observation. Bien entendu. Alors, j'en arrive à la conclusion qui va pas plaire à tout le monde, mais je prie ceux qui m'écoutent de bien comprendre que je ne suis pas un réductionniste, que je suis passionné par l'énigme des ovnis, que je suis convaincu qu'il y a un résidu non identifié très étrange. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que, en fait, ça nous permet d'opérer une sorte de dépoustage du phénomène. C'est-à-dire que ma thèse est la suivante. Il y avait probablement depuis longtemps ou depuis toujours dans notre environnement un phénomène ou des phénomènes X qui possèdent par rapport à certaines représentations de la science-fiction une étrange proximité qui très logiquement appelait à la cristallisation. Est-ce que je me fais comprendre? Pas clairement. Je prends l'exemple suivant dans mon bouquin, dans ma préface. Lorsque les Espagnols sont arrivés chez les Aztèques. Les premiers Aztèques qui ont vu les bateaux ont cru que c'était des collines. Voilà. Des collines sur la mer. Les rapports sont arrivés à l'empereur Moctezuma, qui était abattu. Et parce que depuis une trentaine d'années, il y avait des prédictions qui étaient faites par les prêtres, comme quoi il y aurait un retour du dieu Quetzalcoatl et de sa suite venant par l'ouest, une force étrange avec des êtres qui ressembleraient à des montées sur des animaux étranges plus gros que des lamas, etc. Oui, parce qu'ils n'avaient jamais vu de chevaux. Voilà. Et donc, il s'est trouvé par une sorte de hasard diabolique que les Espagnols ressemblait sous certaines des facettes à la prédiction si c'est un hasard, à la prédiction. Et donc, ça a complètement, si vous voulez, ça s'est encastré dans les mythes des Aztèques, et ça a empêché en réalité les Aztèques d'avoir une défense contre cette irruption. L'empereur n'a pas pu mobiliser son armée, il s'est laissé faire. C'est ça l'origine de l'effondrement des Aztèques, en grande partie. Mais on peut même pousser, avec votre raisonnement, aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les prêtres de Montezuma qui ont eu ces voyances, on peut envisager qu'il y a eu des cas de voyance, de vraie voyance, mais eux l'ont analysé avec leur culture à eux. Voilà, c'est de la voyance à travers le fil de leur culture, je pense. Voilà. Et donc, quelqu'un qui voit quelque chose d'un peu bizarre, le filtre avec sa culture à lui, forcément. Alors, en d'autres termes, ce que je suis en train de dire, c'est que justement, il y a probablement depuis toujours quelque chose dans notre environnement qui se manifeste dans l'environnement, dans le proche environnement, qui se présente sous la forme d'objets ou formes très variées. L'histoire de la soucoupe, c'est un cas parmi d'autres qui a été mis en épingle par les médias, mais en fait, les ovnis ont toutes les formes des objets solides qu'on peut concevoir. Ils sont sphériques, triangulaires, ronds, carrés, peu importe les formes. Vous voyez, ce sont des objets solides de formes diverses qui interagissent dans notre environnement et qui semblent obéir à un contrôle intelligent. Nom de Dieu, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire à noter. Alors, toute la question est de savoir si ce semble est lui-même projectif ou est une donnée, tangible, réelle. Voilà. Alors c'est là l'immense, ça c'est un abîme. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ces phénomènes-là étaient probablement là depuis toujours, parce que s'ils ne l'avaient pas été, s'ils étaient apparus en 47, par définition, ça ne pourrait pas être des phénomènes naturels. Vous me suivez? Or, la seule hypothèse rationnelle qui nous reste avant d'aller vers des choses plus fantastiques, ce sont des phénomènes naturels que l'on interprète en termes d'intentionnalité.
Donc, je veux dire que ces phénomènes étaient là. Et lorsque la culture s'est développée et a atteint son apogée avec la science-fiction, l'interaction entre ces phénomènes qui étaient là dans notre environnement et notre culture a produit le développement de tout un tas de mythologies, un peu comme l'interaction entre des nuages et un courant froid produit de la neige. Vous me suivez? Oui. Et alors, toute la tâche de l'ufologie, c'est justement d'arriver à démêler cette part de ce qui vient de ce que les hommes ont greffé sur le phénomène lorsqu'ils ont pris conscience de son existence et de ce qui est inhérent au phénomène lui-même. Et je pense que justement, les enlèvements, les contacts, les mythes comme Roswell, tout ça, ce sont des phénomènes qui sont très intéressants d'ailleurs. Le phénomène, j'ai même écrit un bouquin personnellement sur les enlèvements, mais je pense que c'est distinct du phénomène OVNI. Voilà, c'est ma conclusion actuelle. Bertrand Meust, une pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à développer cet axe de recherche, enfin cet outil que vous apportez, que vous avez apporté depuis 78 quand même, pour la compréhension du phénomène OVNI. Nous sommes toujours sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Retour aux Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec mon invité Bertrand Meust qui vient de republier, qui vient de faire rééditer aux éditions Terre de Brume un livre qu'il avait écrit en 1978 qui s'intitule Science-fiction, soucoupe volante, sous-titre Une réalité mythico-physique. J'aimerais quand même que l'on s'attarde un petit peu sur ce sous-titre mythico-physique. Vous l'expliquez d'ailleurs et à travers une expérience, un exemple que je vais vous demander de nous raconter pour qu'on comprenne bien. Un exemple, vous citez une expérience d'un certain docteur qui s'appelait le docteur Chertok. Oui, je parle d'un exemple très simple et je l'élargis peu à peu pour arriver au problème. Oui. Donc, Chertok était un médecin d'origine russe qui est un de ceux qui a relancé la question de l'hypnose en France il y a une vingtaine d'années. Il est mort maintenant il y a plus d'une vingtaine, il y a une trentaine d'années. Il est mort il y a une dizaine d'années, le docteur Chertok. Ouais. Il avait fait des critiques assez virulentes contre une certaine psychanalyse qui rejetait l'hypnose. Bon, peu importe. Et il avait fait des démonstrations de la réalité de certains faits qui étaient rejetés. Par exemple, ce qu'il appelait les vésications cruciformes. Donc, il prend, il hypnotise une patiente. Il lui dit, je vais vous brûler le bras avec un fer rouge en forme de croix. Oui. Il place sur son bras une pièce de monnaie, la femme grimace. Et une pièce de monnaie froide, hein. Bien entendu, oui. c'est pas un sadique. Et tout ça est filmé, hein, je veux dire, ça fait pas partie des choses qui peuvent avoir été truquées. Mais on savait tout ça depuis moi j'ai fait beaucoup de travail sur ces questions, je peux vous dire qu'on savait ça depuis 2 siècles, mais qu'il fallait le redémontrer aux modernes qui veulent toujours pas l'admettre, vous voyez. Donc il a fait la démonstration. Et donc on voit apparaître sur la peau de la patiente une représentation, une vésicule en forme de croix, une brûlure, une vraie fausse brûlure en forme de croix. Une boursouflure, vraiment, comme s'il avait été voilà. brûlé. Ouais. Donc c'est la représentation qui s'est inscrite sur le corps. Là, on est, si vous voulez, alors Chertok montre déjà que dans le domaine même du corps, on comprend pas comment ça marche. Ouais. On comprend pas comment une représentation peut passer comme ça directement sur la peau. Dans certains cas, certains patients pouvaient presque écrire des textes sur leur corps comme ça. Il y a des démonstrations qui ont été faites. J'entre pas dans le détail. Ouais. Mais toujours est-il que nous sommes dans un cas où, si vous voulez, une représentation s'inscrit, mais à l'intérieur du corps propre. Oui, physique, c'est-à-dire on voit, voilà. Ça crée une maintenant, brûlure, nous sommes d'accord. un peu et prenons un cas de poltergeist. Ouais. Donc le cas de poltergeist, c'est bien connu, du moins le schéma général. Un adolescent, une adolescente se trouve souvent au cœur d'un phénomène où on voit les objets se disloquer, se déplacer tout seuls. Bon, pendant très longtemps, on a attribué ça, comme vous le savez, au diable. Les métapsychistes modernes ensuite ont étudié ça et ont montré la présence très fréquente d'un adolescent au centre de tout ça. Bien, un adolescent qui vit très difficilement son passage à l'adolescence. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme si des espèces de dynamisme
interne s'extériorisait, vous voyez. Là, on pourrait dire que c'est je prends l'image dans le premier cas, c'est en circuit interne, puisque ça affecte le corps, dans le cadre du poltergeist, imaginaire, oui. Et là, c'est extériorisé. Voilà. Bien. Et donc, si vous avez un objet qui se plie, qui explose, etc., c'est à la fois un phénomène physique et un phénomène psychique. D'accord? Sauf qu'on comprend pas comment ça marche. Ouais. Alors, continuons de généraliser. Supposons maintenant un saint qui lévite. Un saint qui a des stigmates, commençons. Voilà. Alors, le stigmate, c'est une représentation de la mort du Christ, et il a des stigmates. Alors là, on est dans le premier cas, c'est à l'intérieur du corps propre, on peut imaginer que c'est la suggestion. Bon. Maintenant, supposons le cas d'un saint qui veut s'élever vers le ciel et qui lévite, comme Sainte Thérèse d'Avila, comme le moine volant. Voilà, etc. Donc, il y a tout. Michel avait fait un remarquable bouquin là-dessus. Oui. Donc là, si vous voulez, il y a une dimension à la fois mythique et physique dans la géographie, puisque c'est à la fois l'expression d'une signification et un événement physique. Vous comprenez? Alors, lorsque j'ai découvert, moi, ce phénomène du rapport avec la science-fiction, en 14-75, quand j'écrivais mon livre par là, je venais de lire le livre d'Aimé Michel, Métanoïa, et donc j'ai fait un rapport avec la géographie, vous voyez. J'ai pensé que c'était de même que le saint incarne dans des phénomènes physiques les représentations du mysticisme chrétien. De même, les témoins modernes incarnent dans un phénomène nouveau les représentations de la science-fiction. Bon, j'ai fait le pont. Oui. Et après, je me suis rendu compte... ça tient, jusque-là, ça tient. Bon, ça a fasciné les esprits, mais en fait, ça tient pas très bien. Parce qu'on ne connaît pas assez les conditions dans lesquelles les témoignages ont été produits pour se risquer à ce type d'extrapolation. Si vous voulez, lorsqu'un poltergeist était bien étudié, on a tous les détails, vous voyez, c'est le phénomène, il a été circonscrit, isolé, etc. Lorsque on arrive pour enquêter sur un cas d'OVNI, c'est toujours sur des témoins, après coup. Les enquêteurs sont en général pas formés à ça, et il y a toute l'amplification mythique qui se met en marche, si vous voulez, de telle sorte que les cas sur lesquels on pourrait faire reposer le diagnostic sont souvent des cas qui, en réalité, après enquête, se sont avérés illusoires, vous comprenez? Donc ça peut être une construction complète. Et donc pour ces raisons, et puis parce que c'est trop compliqué à penser, j'ai abandonné ça. Je me contente d'utiliser l'idée que la science-fiction nous a fourni le moyen de créer le portrait robot de l'OVNI tel qu'il apparaît dans notre environnement. Et donc, à chaque fois il faut bien se représenter ça aujourd'hui. Lorsqu'un homme d'aujourd'hui se représente un OVNI, une soucoupe volante, il passe sans le savoir par toute cette gestation imaginaire. Oui, ce qui paraît tout à fait logique. Ah bon, moi, ça me paraît imparable. Ouais. Je peux en faire la démonstration à le livre qui vient d'être édité, là, on y a ajouté un cahier d'illustration de science-fiction. Oui. Relative à des cas d'OVNI, si vous voulez, enfin, antérieur à des cas d'OVNI. Ça coupe le souffle, littéralement. Les gens qui ont encore des doutes, je leur recommande d'aller voir ce cahier d'illustration. Ouais. D'ailleurs, vous citez plusieurs cas à la fin de votre longue préface, et vous dites, bon, maintenant, voilà, il y en a 2 qui sont vrais et un qui est extrait vraiment de la science-fiction. Lequel? Alors là, ça, c'était dans ma préface la préface dont vous parlez n'est pas celle que j'ai écrite cette année. C'est celle de 78. Mais celle que j'ai écrite en 78, en 76 plutôt. Oui, bien sûr, j'ai montré qu'il y avait des cas où on pouvait ne plus savoir si c'était de la science-fiction ou de la réalité, effectivement. Ouais. Alors, Bertrand Meheust, fort de ce nouvel outil, de ce bagage, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, à ce moment-là, d'essayer de se concentrer, on s'en sert de cet outil pour analyser les témoignages que l'on va recueillir, très bien, les débarrasser de cette gangue culturelle, de cette culture science-fiction que nous avons depuis, allez, on va dire fin 19e, début 20e, grosso modo, puisque c'est à peu près à cette période-là qu'est née la science-fiction. Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'essayer de retrouver des témoignages, des écrits, concernant des observations tout à fait intéressantes réalisées, alors je donne pêle-mêle dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, 17e, 16e, 18e siècle. Tout à fait. C'est où là, la science-fiction n'existait pas. Que je prône dans ma préface, parce que si comme on est obligé de le penser, vous rappelez mon raisonnement, on ne peut pas admettre que le phénomène soit
à vue, disons, rationnelle, si on admet que le phénomène a surgi en 47 et qu'il n'était pas là avant, c'est admettre immédiatement son origine non naturelle, c'est-à-dire c'est admettre immédiatement qu'il est mu par une pensée. Oui, que c'est la science-fiction. Donc, on fait court que c'est la science-fiction qui a donné naissance. Alors, par contre, le fait que ce soit là dans le passé peut prouver que ne va pas forcément dans le sens que c'est un phénomène naturel, ni le contraire. C'est un fait, c'est comme ça. Donc on doit postuler logiquement que ce phénomène déborde notre perception temporelle, c'est-à-dire qu'on l'a fait commencer en 47 à la suite de circonstances contingentes qui sont la fin de la guerre mondiale et la naissance de la guerre froide et puis l'essor de la technologie, tout ça confondu, vous voyez, se mêlant. Mais on est obligé de postuler par ailleurs que ce phénomène était déjà là. Ou alors, c'est qu'il est totalement illusoire, vous voyez. Il y a 3 cas de figure. Soit il est totalement illusoire et on l'a fait surgir en 47, en 47, sous l'effet de la guerre froide, lorsque la science-fiction a cristallisé pour la première fois. Donc là, le problème est réglé, dossier fermé, le problème est réglé. C'est bon. Deuxième cas de figure, le problème a surgi en 47. Alors, s'il a surgi en 47, le problème est réglé, ça n'est pas un phénomène naturel, donc, etc. Troisième cas de figure, il était là depuis toujours, ou depuis des temps aussi loin que portent les archives humaines. Et s'il était là depuis toujours, ça peut vouloir dire, petit a, que c'était un phénomène naturel d'un genre tout à fait particulier qu'on n'a pas encore compris, grand B, que c'est quelque chose de X, d'intentionnel qui se manifeste dans notre environnement. Bien. Donc, effectivement, c'est le choix entre ces deux dernières hypothèses qui est extraordinairement intéressant à effectuer. Alors, si on veut étudier ça, il me semble que le plus intéressant, c'est justement de gagner une grande perspective temporelle et d'aller étudier dans d'autres époques. Alors, j'ai dans ma préface montré plusieurs cas comme ça on en trouve tout le temps dans les archives. Tout le monde connaît l'histoire des boucliers romains, etc. Alors, bien entendu, on retombe dans d'autres obstacles. Rappelez-nous cette histoire des boucliers romains. Il y a je crois que c'est dans Tite-Live, il me semble, la description de prodiges qu'il y a dans le ciel de Rome, en forme de bouclier incandescent. Donc là, intéressant déjà. Voilà. Alors, le problème, c'est que quand on quitte notre culture, on tombe dans une autre culture. Et donc, à nouveau, les ovnis sont saisis à travers des systèmes de représentation qui, à nouveau, les déforment et les filtrent. Forcément, c'est leur culture à ce moment-là. Alors, moi, je trouve qu'il y a un moment extraordinairement intéressant, c'est les cas du 19e siècle. Parce que, sauf sur la fin du 19e, la science-fiction n'a pas encore installé son empire. À la fin, ça commence, avec la vague notamment de 1897 aux États-Unis. On voit déjà l'influence de Jules Verne. Mais juste avant. Voilà, mais au milieu du 19e, il y a des vagues. On sait maintenant qu'il y a une suite ininterrompue de vagues, notamment en Russie, aux frontières de la Russie. Et là, on voit des cas vraiment très intéressants, alors que la science-fiction n'existe pas encore, vous voyez. Donc, il y a une sorte de fenêtre entre les anciennes représentations issues des prodiges et liées à la religion, vous voyez, qui sont typiques du XVIe siècle, vous voyez, XVIIe siècle encore, et puis le début de la science-fiction moderne, disons à la fin du XIXe. Et entre les deux, tout ce qui est observé est déjà décrit avec un souci du fait. Parce qu'il faut encore préciser autre chose, c'est que l'idée d'observer les choses telles qu'elles sont, d'une forme photographique, vous voyez, ça nous paraît aller de soi, une chose est comme ça, on la décrit comme elle est. Elle n'est pas du tout. Il n'y a pas très longtemps que les hommes réagissent comme ça. Ils réagissent comme ça, en gros, depuis qu'existe la photographie. En disant... Ah oui, vous croyez? Ah oui. Il suffit de lire des descriptions antérieures pour comprendre que les hommes n'ont absolument rien à tirer de l'aspect factuel des choses. C'est vrai, oui, c'est peut-être vrai. Mais je m'en suis aperçu en étudiant, par exemple, les phénomènes de la voyance. Ce qui rend Alexis Didier si prodigieux, c'est que c'est pour la première fois qu'on commence à décrire réellement les faits tels qu'ils sont, alors qu'avant on s'en foutait absolument.
Donc je veux dire par là que l'étude des dossiers d'Alexis Didier permet de se faire une idée très précise de ce qui se passait. Mais si vous lisez des récits bien antérieurs, c'est mélangé à la mythologie automatiquement. Donc en gros, il y a eu une phase, pour résumer mon propos, une sorte de fenêtre du 19e où les hommes sont déjà en possession de conceptions rationnelles de l'observation, ce que j'appelle le paradigme optique, c'est-à-dire ils décrivent ce qu'ils voient. Et où la science-fiction n'a pas encore étendu son empire sur les esprits en disant d'avance, en prescrivant les modèles des choses qu'on doit voir. Et donc, je pense que l'étude des vagues du 19e est très intéressante et très féconde. Et je pense que plus on arrivera à étendre la perspective historique de l'OVNI, plus on montrera qu'il n'est pas de 47, mais qu'il est antérieur, eh bien, plus on l'arrachera à l'illusion. Cela étant, quand même, quand on est un ufologue sérieux, on admet quand même qu'il y a des témoignages extrêmement troublants qui font penser à des phénomènes ovni, c'est-à-dire objets volants non identifiés qui remontent à l'Antiquité tout de même. Oui, mais avec toujours cette incertitude sur ce qui a été vu réellement compte tenu des fils par lesquels c'est passé. Oui, et puis les témoins sont morts depuis longtemps, donc forcément c'est un peu compliqué à étudier. Mais quand vous pensez à ces témoignages, à ces récits du 19e siècle, vous pensiez à la vague russe, vous avez cité ça? Oui, je citais cet exemple de cette vague qui s'est développée dans les années 1870, il me semble. Mais un ami me disait qu'en fait, il a découvert une vague en 1850 en Russie, etc. Vous voyez. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui débordent dans le temps, dans le passé, vous voyez, qui permettent difficilement de penser que l'OVNI est une illusion ponctuelle apparue en 47. Vous voyez. Ça, nous sommes d'accord. Bertrand Meheust, pour l'avenir maintenant, pour la recherche qui maintenant de plus en plus s'intéresse de manière, je dirais, pragmatique et, disons le mot, scientifique à ce phénomène OVNI. OVNI au sens large du terme, entendons-nous bien, on ne parle pas d'origine exotique, peu importe, la question n'est pas là, mais au phénomène OVNI. Est-ce que vous avez la sensation, parce que ce livre maintenant est sorti depuis quelque temps maintenant, cette réédition j'entends, que vous êtes, comme dirait De Gaulle, vous avez été compris et assimilé dans l'étude des futurs témoignages? Je n'en sais rien. Je n'ai aucun moyen, je n'ai aucun retour, D'ailleurs, je n'ai pas de contact avec mon éditeur direct, à vrai dire, en ce moment. Je ne sais pas si le livre se vend. Il n'y a plus aucun des moyens dont on disposait autrefois, les revues, le courrier des lecteurs, tout ça n'existe plus. On sent que depuis le début que vous avez un grand regret à ce niveau-là. Non, mais tout a été détruit. On n'imaginera jamais le mal. Ou remplacé, peut-être. Oui, remplacé, mais par des choses qui ne font pas l'affaire pour l'instant. Alors, heureusement, il s'est recréé si vous voulez, il s'est recréé des sites, comment on appelle ça? Je fais partie d'un groupe qui s'appelle EuroUFO, mais c'est privé, n'entre pas n'importe qui. Et alors, il se passe une autre chose aussi, c'est que aujourd'hui, les ufologues sérieux, il en existe, ont peur de passer pour des ufologues, on pourrait dire. Enfin, ils n'affichent plus leur but. Ils ne disent plus ce que nous cherchons, c'est le non identifié. Donc, ils sont dans une sorte de pragmatisme. C'est très à la mode, le pragmatisme, comme vous le savez. On prend les choses comme elles viennent, on regarde les cas les uns après les autres, etc. Moi, je pense que l'ufologie n'a de sens que si elle se donne un concept directeur. Et le concept directeur, c'est le non identifié. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène non identifié? Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et je pense que l'ufologie doit se donner comme but la recherche de phénomènes non identifiés au sens fort du terme. Vous voyez? Je pense que Monsieur Patnay du GEPAN a le courage de faire ça. Finalement, par une sorte de paradoxe, que ce sont les instances officielles qui semblent en avance sur la recherche privée, la recherche privée à tendance scientifique, telle qu'on peut la trouver sur certaines, je sais plus si on dit des sites ou des blogs, on appelle ça sur le net, enfin bref, est plus sceptique
que la recherche officielle, telle que le GEPAN, le CNES la poursuit. Ouais. C'est très curieux. Mais alors, pour l'avenir, l'outil que vous venez de remettre encore à jour est indispensable. Alors, c'est un outil, si vous voulez, moi mais en même temps difficile à manier, puisque plus on va, et plus, enfin, je veux dire, la science-fiction fait partie du tous les jours maintenant. Bon, si vous voulez, j'ai pris cet exemple dans ma préface. Lorsque on a découvert l'hypnose et tous les phénomènes qui vont avec au 19e, il y a eu des précurseurs qui ont fait des espèces de tables a priori, des sciences qui allaient sortir de ça et des démarches, etc. C'est ainsi que les sciences progressent, elles font des tables a priori, vous voyez. Et moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce texte, c'est une sorte de prédiction de ce qui était intéressant et pas dans l'ufologie, comment le traiter, sous quelle démarche, etc., pour un peu tout démêler, vous voyez. Moi, je pense, à la suite de mes analyses, que donc une partie des phénomènes qu'on a poursuivis depuis un certain temps étaient des phénomènes intéressants au plan sociologique, au plan humain, au plan culturel, etc., mais qui n'avaient pas nécessairement de lien avec les ovnis. Si vous voulez, ça a basculé, je me souviens à l'époque où je faisais mon premier livre, où on recommandait, on disait finalement c'est pas très intéressant d'étudier tous ces cas en l'air ou à proximité du sol. Non, il faut se concentrer sur les cas de rencontres très rapprochées avec si possible un contact, etc. Et là on a une sorte de concentré de tous les problèmes, vous voyez. Eh bien, à mon avis, peut-être ça c'était à ce moment-là qu'on a commencé à se laisser fasciner par ce que les hommes avaient apporté au phénomène, en oubliant le phénomène lui-même. Joli, effectivement. Merci beaucoup Bertrand Meust d'avoir passé cette heure en notre compagnie dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, émission que vous connaissez bien, dont vous êtes un habitué maintenant d'ailleurs. Oui, c'est la 3e fois au moins, ou 4e. Oui. Alexis, le Titanic. Mais c'est la première fois que je parle d'OVNI, si c'est vrai. Exact. C'est exact, tout à fait exact. Il y a très longtemps que je n'étais pas revenu sur mon vieux sujet. J'espère que vous reviendrez très bientôt, en tout cas, parce que je sais que vous avez toujours des fers au feu, de toute façon. Oui, bien entendu. Bon. Je vous remercie de m'avoir invité. C'était avec grand plaisir. Je rappelle le titre de votre livre, Science-fiction et soucoupe volante. C'est aux éditions Terre de Brume. Bertrand Meust, je compte sur vous pour une prochaine fois. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange, c'est fini. On se retrouvera vendredi et samedi prochain pour d'autres dossiers, notamment un dossier historique tout à fait intéressant. Comment ça se fait que les grandes religions donnent une position pas très reluisante à la femme? Alors, est-ce que les textes ont été déformés, interprétés dès le départ? On en parlera avec un historien qui a publié un livre qui s'intitule Le Grand Scandale. Vous voyez un peu dans quel sens déjà ça va partir. Je vous invite d'ailleurs à débattre vendredi prochain avec nous et avec l'historien qui sera à mes côtés. Et surtout, je demande aux femmes de venir intervenir et nous dire de ce qu'elles pensent de cette situation, après avoir entendu évidemment l'interview de cet auteur. Ce sera donc vendredi prochain et puis une soirée consacrée samedi prochain à vos témoignages que vous pouvez m'envoyer au 0826 300 300 en me laissant vos coordonnées sur ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange, ou encore m'écrire par mail étrange@sudradio.fr. Avant de se quitter, je vous invite à une conférence qui va avoir lieu le jeudi 29 novembre, une conférence à l'auditorium de la clinique Saint-Jean de Languedoc. Je vais avoir le plaisir de la présenter. Le thème de cette conférence, les expériences de mort imminente, les NDE, avec à mes côtés le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est médecin réanimateur et qui a écrit de nombreux livres sur ce thème. Également Jean Morzel, qui a vécu une expérience de mort imminente extrêmement impressionnante et très intéressante. Jean Morzel qui sera à mes côtés, Jean Morzel qui est l'auteur d'un livre où il relate justement cette expérience de mort imminente. Ce sera donc le jeudi 29 novembre à Toulouse, à l'auditorium de la clinique Saint-Jean de Languedoc. À partir de 20h30, je vous donne un numéro de téléphone pour réserver. C'est au 05 61 52 78 39, 05 61 52 78
78 39 ou vous pouvez aller sur le site sudradio.fr à la page des aventuriers de l'étrange et vous aurez toutes les infos. Passez une bonne nuit, bon début de nuit. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi et samedi, 22h minuit. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy, sur Sud Radio.